Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Il est 22 heures. Le journal, voici les titres. Le Premier ministre a visité aujourd'hui le site supplémentaire de la réanimation de 30 lits, une structure équipée qui permettra de suppléer la prise en charge des patients atteints du Covid-19. Et le Brésil, deuxième pays du monde le plus endeuillé par le Covid-19, derrière les États-Unis, a dépassé le seuil des 50 000 morts et le million de cas confirmés. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a visité ce matin le site supplémentaire de réanimation de 30 lits en compagnie du ministre de la Santé, Mohamed Warsamadiri. Il s'agit donc d'une structure équipée qui permettra de suppléer la prise en charge des patients atteints du Covid-19 dans les hôpitaux en cas de besoin. Implanté à l'hôpital Bouffard, ce nouveau site supplémentaire de réanimation d'une trentaine de lits de réserve permettra de désengorger les services de réanimation des hôpitaux. A préciser que pour l'heure, les dispositifs actuels de réanimation de nos hôpitaux suffisent amplement pour prendre en charge les cas des patients graves atteints du Covid-19. Le Premier ministre s'est félicité de cette initiative de prévoyance qui émane des recommandations de la Commission scientifique pour parer à toute éventualité dans la gestion efficace de la pandémie du Covid-19 à Djibouti. Écoutez justement un des réanimateurs. Coronavirus, des cas compliqués, des cas qui nécessitent une admission à la réanimation et soins intensifs et surtout des surveillances prolongées et spécialisées. Dans l'enceinte de l'ancien Bouffard, cette unité de réanimation est composée de 20 lits de réanimation lourde et de 10 lits de soins intensifs des patients Covid. Comme vous le voyez ici, chaque chambre fait à peu près 10 mètres carrés, 10 à 12 mètres carrés, des scopes dédiés et des respirateurs de réanimation qui sont très bien. Et ça a été inauguré par monsieur le Premier ministre et le ministre de la Santé. Une équipe a été formée, de personnel ont été formés pour prévoir le fonctionnement de ce site, c'est-à-dire des infirmiers IDE, des aides-soignants et des jeunes médecins généralistes ont été formés aux pratiques de la réanimation et des soins intensifs et des soins d'urgence. Sans transition, santé toujours, le ministre de la Santé, Mohamed Oursama, a présidé une importante réunion avec le comité de crise autour de la stratégie de riposte du Covid-19. A noter la présence du secrétaire général, Dr Salah Benoît et des hauts cadres de ce même département pour faire le point donc, sur la prise en charge de la pandémie du Covid-19. En effet, le comité de crise a passé en revue toutes les actions mises en œuvre dans la prise en charge, la prévention de la communication pour la lutte contre le Covid-19. Le ministre de la Santé s'est dit satisfait de l'impact positif engendré par cette stratégie proactive contre cette pandémie. Le ministre a par ailleurs salué les nouvelles orientations visant à renforcer la stratégie de ciblage systématique des personnes âgées ou présentant des comorbidités qui sont jugées vulnérables face au Covid-19. Écoutons le ministre de la Santé. Aujourd'hui, plus de 2 mois et demi, après les premiers cas à Djibouti réunis pour faire un nouveau point de situation de l'évolution de l'épidémie à Djibouti et réfléchir sur les orientations stratégiques à impulser. Il s'agit de passer en revue notre dispositif de riposte, tant sur le plan de la prévention, du dépistage, que de la prise en charge. Il est important de noter l'augmentation significative du nombre de personnes ayant bénéficié d'un dépistage, avec l'atteinte dans les prochains jours de 10% de la population de Djibouti-Ville testée, soit près de 45 000 habitants. Le gouvernement de la République de Djibouti, sous la houlette du chef de l'État, son Excellence, M. Ismaël Marguelé, a consenti les mois passés des efforts considérables, tant sur le plan humain, financier que matériel, et à cristalliser les énergies multisectorielles
pour garantir le succès de notre plan national de lutte contre la maladie de Covid-19. Notre objectif ultime étant d'atténuer la progression de l'épidémie au sein de la population. Nous portons au cœur de notre préoccupation une prise en charge de qualité des personnes atteintes. Le gouvernement a été félicité au niveau international pour ses actions franches et rapides face à la pandémie. Et nous devons continuer à adapter notre stratégie de l'évolution de l'épidémie dans notre pays. C'est pour cette raison que nous devons examiner collégialement les points suivants que je vais exposer pour apporter de nouvelles orientations à notre action face au Covid-19. Et justement, ce point de presse de ce 22 juin concernant l'évolution du Covid-19 à Djibouti, point de presse qui nous est fait par le secrétaire général du ministère de la Santé que voici. De Covid-19 ce lundi 22 juin 2020 nous donne les résultats suivants. 93 personnes sont guéries, 279 tests réalisés, 17 cas se sont révélés positifs et nous déplorons 3 décès. Au regard des indicateurs journaliers, la courbe épidémiologique du Covid-19 poursuit sa trajectoire décroissante avec un taux de nouvelles contaminations toujours à la baisse. Il faudra toutefois persévérer dans cette dynamique de promotion des gestes barrières pour pouvoir contenir la propagation du virus jusqu'à l'élimination totale de sa circulation au sein de la communauté. Compte tenu de leur vulnérabilité, la protection des personnes âgées ou présentant des comorbidités doit être rigoureusement respectée et observée partout. Continuez à appeler toujours le numéro 15 et 17 qui reste à votre disposition 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Quant au bilan global, il se résume ainsi. 44 883 tests réalisés, 4 599 personnes se sont révélées positives au Covid-19, 3 952 cas sont confirmés guéris. Nous enregistrons depuis le début de la pandémie Covid-19 à Djibouti 48 décès au total. Merci, restez vigilants, protégez-vous et protégez les autres. Et dans le reste de l'actualité, le président de l'Assemblée nationale a reçu aujourd'hui l'ambassadeur de la République fédérale de la Somalie, Dr Mohamed Ali Nour, en partant vers son pays. Eh bien, au terme de son accréditation, l'ambassadeur a effectué une visite d'adieu et a remercié la République de Djibouti et les autorités pour l'excellence des relations entretenues durant sa mission. Il a aussi apprécié la coopération, l'amitié et le rapprochement qui prévaut entre les deux pays, marqués par les visites et les déplacements des délégations parlementaires respectives. Mohamed Ali Hamad a remercié son interlocuteur pour avoir amplifié le dialogue, la collaboration et les échanges entre les deux pays. Le président de l'Assemblée nationale a par ailleurs estimé indispensable la poursuite de la coopération bilatérale en faveur de la paix, la compréhension réciproque, la solidarité et le développement durable, en mettant l'accent sur les actions des institutions législatives. On prépare l'entrevue les membres du groupe d'amitié parlementaire djibouto-somalien, en l'occurrence les députés Djibril Abdellah Migane et Mohamed Ismail Youssouf. Comme il est de coutume, à l'issue de l'entrevue, le président de l'Assemblée nationale et son hôte ont procédé à un échange de cadeaux. Le chef de service de réseau de distribution d'eau potable de l'Office national de l'eau et de l'assainissement, Zakaria Saïd Adar, s'est rendu ce matin dans la commune de Balbala afin de se procurer de l'état de l'eau dans cette zone. Les habitants de ce quartier, du quartier Warablé et 8 mètres, se sont dit satisfaits du travail réalisé par l'Office national de l'eau et de l'assainissement, l'ONEAD, qui donc leur ont permis d'avoir de l'eau régulièrement et moins de coupures ces derniers mois.
En effet, cette journée était l'occasion pour les responsables de l'ONEAD en charge de la distribution de ce liquide précieux et de la gestion des eaux usées de mettre en exergue les progrès réalisés dans ces domaines et notamment dans ce secteur où la pénurie d'eau a sérieusement touché certains habitants et familles dans ce secteur. L'ONEAD s'est donné comme objectif de lutter contre la grave pénurie d'eau en République de Djibouti. Écoutons justement le chef de service du réseau de distribution de l'ONEAD pour plus de précisions. L'augmentation de la demande due au confinement et à l'été et l'augmentation de logements et de nouveaux lotissements comme le 540 Barouara 2 phase 1 et 2, fondation, etc. ONEAD arrive à satisfaire les besoins en eau des populations partout, sur le trottoir national et particulièrement le ville d'Ali Sabié, Arta, car pour faire face à l'afflux de vacanciers et à la demande de centres quarantaine à Balbala aussi, tous les sont alimentés suivant un planning précis et grâce à l'augmentation de la production d'eau en provenance de forages ONEAD en service en Éthiopie, ONEAD a procédé à cette augmentation en prévision des fortes demandes dues à la chaleur et au confinement. Les utilisations de pompes sur le réseau de la distribution équitable de l'eau, nous ne laisserons pas les revendeurs et gérants des bornes fontaines illégales mettre la pression sur les plus démunis pour s'enrichir sur leur dos. De même, les saboteurs et autres qui manipulent illégalement nos vannes pour priver les autres de cette ressource. L'ONEAD et tous ses agents sont là pour vous servir et sont à votre écoute. Soyez rassurés, la ressource est suffisante et elle le sera plus pour les mois prochains. Dans le reste de l'actualité, la résidence du préfet d'Ali Sabié a abrité ce week-end une concertation au sujet de la tranquillité de leur ville. Cette réunion a rassemblé à Assedjouk de toutes les catégories sociales pour s'interroger sur le pourquoi des troubles à l'ordre public qui avaient eu lieu, on le rappelle, à date du 5 juin dernier à Ali Sabié. En effet, ces débats donc, entre des filles et filles patriotes de la région fait suite à une manifestation illégale improvisée qui avait engendré pillage, casse de certains édifices publics de l'administration locale et vandalisme du siège de la banque de la BCI Mer Rouge. Plus précisément, donc celle-ci a réuni le ministre de la Santé, Mohamed Ouassama, originaire de la ville, le vice-président de l'Assemblée nationale, El Mopsi Ouass, les parlementaires de la région, des chefs coutumiers, des femmes actives, de la société civile. Au centre des discussions, en large, c'est résumé un slogan, donc « Plus jamais ça dans ma ville ». Le doyen des députés El Mopsi Ouass a ouvert le débat et a conseillé les chefs coutumiers de façon à prévenir les appels aux manifestations illégales. Et justement, donc, suite aux événements qui ont eu lieu à Ali Sabié ce week-end, une délégation de la Commission nationale des droits de l'homme s'est rendue hier dans le chef-lieu de Assedjouk pour mener des investigations. La délégation était composée du président de la Commission nationale des droits de l'homme, Salaban Omar Oudin, le commissaire rapporteur Mohamed Farah Khairdan et le secrétaire général Djibril Ousmane Oufane. La délégation a rencontré tour à tour le préfet d'Ali Sabié, le vice-président du conseil régional, les ROCAL, les femmes, le chef de la police de la région, le commandant de la gendarmerie ainsi que le directeur général de l'hôpital régional d'Ali Sabié. Par la suite, la délégation a visité l'agence BCI de la région, le bureau du Cadi et l'ONEAD pour constater les dégâts matériels occasionnels par ces événements. Et dans le magazine de ce journal, nous allons faire le point sur le secteur financier djiboutien qui a connu ces 15 dernières années une transformation profonde, encouragée par la position stratégique, la stabilité et les grandes réformes menées par Djibouti. Les investisseurs vont affluer à partir de 2006. Les inaugurations des banques vont se suivre, le tout au bénéfice de l'économie nationale. Grand format revient ce soir à l'occasion de l'avènement du 43e anniversaire de Djibouti sur l'évolution du secteur financier dans notre pays. Regardez.
20 mars 1949, le gouvernement français crée une monnaie locale pour favoriser le développement économique du territoire de la côte française de Somalie. Le franc Djibouti est né. Sa valeur pour $1 est alors fixée à 214,392 francs Djibouti. En 1971 et 1973, le franc a été réévalué par rapport au dollar américain. D'abord, à un taux de 197,466 au dollar, alors 177,721, un taux qui a été maintenu depuis. C'est sur cette base que les banques de la place vont travailler. Des banques, Djibouti n'en comptait que 2 en 2006. Basée à plus de 70% sur une économie de services, la République de Djibouti va lancer un vaste programme de réformes. Objectif, attirer les plus grands investissements directs étrangers. Cela va se traduire par l'attraction des capitaux, notamment avec l'installation des nouvelles banques à Djibouti. Conséquence, les taux de bancarisation va passer de 7% en 2007 à près de 30% aujourd'hui. Rien qu'entre 2006 et 2014, le montant total des prêts bancaires va tripler pour atteindre 116 milliards de nos francs. Aujourd'hui, ces chiffres est en nette augmentation. Pour Ahmed Ousmane, gouverneur de la Banque centrale de Djibouti, ces 15 dernières années, la transformation du paysage financier djiboutien est telle qu'elle a tiré de l'avant l'économie nationale. Si le nombre de banques augmente, tous les agrégats augmentent en conséquence. Et ça en rapport avec l'évolution de notre économie aussi, qui a, sur la même période, a augmenté de façon significative. Donc sur les 10 dernières années, nous avons des chiffres qui reflètent cette croissance. La masse monétaire, le crédit à l'économie. On est passé de 40 milliards à 150 milliards de crédits à l'économie. Et tout ça, ça se voit de visu sur la place, mais à travers les chiffres aussi, on peut refléter cette évolution de l'économie djiboutienne et du secteur bancaire en particulier. Alors, l'évolution qui s'est accélérée à partir de 2006 est véritablement le fruit d'un travail approfondi qui s'est passé dans les années avant. Vous savez que Djibouti est une nation très, très jeune. Nous avons à l'indépendance hérité d'un système financier qui était vraiment très réduit, où la Banque centrale était naissante. Elle ne s'occupait que de l'émission, de la base monétaire. Il a fallu consolider cette base, établir des bases statistiques, établir la balance des paiements, etc. Et puis donner à la Banque centrale tous les moyens pour pouvoir suivre l'évolution, réfléchir sur le fonctionnement de la Banque centrale, les perspectives économiques pour asseoir véritablement le développement d'une place financière à Djibouti. Longtemps monopolisé par les banques conventionnelles, et ce bien avant l'indépendance, le secteur bancaire va rompre à partir de 2006 avec cette pratique, avec l'intégration de la finance islamique et la création d'un comité national de la charia pour promouvoir ces systèmes bancaires. Il s'agit alors de satisfaire une clientèle soucieuse d'avoir des services conformes à l'islam, mais aussi de se diversifier et contribuer aux ambitions de Djibouti de devenir un hub régional en matière commerciale et financière. Pour la promotion et le développement de la finance islamique sur les continents africains, Djibouti a organisé dans ce sens plusieurs conférences. Occasion pour les centaines d'experts internationaux et autres professionnels d'échanger sur les opportunités pour l'Afrique de développer la finance islamique. Sur le plan national, les banques islamiques détiennent déjà plus de 20% du marché et leur progression reste très importante. Elles ont fait une percée significative depuis leur arrivée. Nous les avons accompagnés avec une promotion de la place financière et notamment des produits financiers depuis leur création, 2006, 2007, 2008. Le taux de pénétration sur le marché a été très, très significatif les premières années, un taux de croissance très important. La part des marchés se situe aux environs de 20%. La finance islamique a connu une accélération, un développement assez significatif et fulgurant. Djibouti est pionnière pratiquement dans la région, même si dans des pays comme le Soudan, ne connaissent que la finance islamique, mais l'arrivée de la finance islamique, l'influence et l'attractivité, la publicité, la promotion, les conférences, tout ça ont fait que Djibouti s'est véritablement distingué ces dernières années pour la promotion de la finance islamique et constitue en cela un exemple de promotion de la finance islamique pour la région. L'engagement de la République de Djibouti pour développer la finance islamique au niveau national et à l'échelle du continent sera ainsi reconnu et récompensé. C'est dans ce sens que le président de la République sera distingué à Astana, au Kazakhstan, par le Global Islamic Finance Award 2017. Dans le reste de l'actualité, le ministère de la Femme et de la Famille a organisé les 17 et 18 juin dernier au Centre d'action sociale d'autonomisation des femmes des séances de formation au profit des femmes sur les notions de conservation et de transformation des produits de la pêche. Comme la pêche est un secteur promoteur pour la lutte contre la pauvreté et l'insécurité.
Comme la pêche est un secteur promoteur pour la lutte contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire, les femmes revendeuses du poisson figurent aussi dans la chaîne d'approvisionnement et de commercialisation des produits de la pêche. Cette formation donc va permettre aux bénéficiaires de mieux connaître le poisson, maîtriser l'importance de la qualité du poisson et la manière de l'évaluer, reconnaître les principales causes de détérioration du poisson et comment éviter qu'il ne s'altère. Connaître également l'importance de la glace et les méthodes de réfrigération, lutter contre les contaminations et maîtriser la bonne pratique d'hygiène. Ces sessions de formation vont se poursuivre dans les régions côtières, à savoir Arta, Tadjoura et Obok. La Société nationale du Croissant Rouge de Djibouti, en partenariat avec l'UNICEF, a lancé une campagne de sensibilisation sur l'importance des gestes barrières en vue de lutter contre l'épidémie du coronavirus. L'objectif premier de cette campagne est de rappeler à la population que l'amorce d'une baisse significative des cas du coronavirus dans notre pays ne devrait pas être source de relâchement de notre combat face à cette pandémie. En effet, cette baisse doit être un facteur de plus pour redoubler d'efforts dans le maintien des comportements sains tels que le lavage régulier des mains, le port du masque dans les lieux publics, la distanciation sociale. En effet, cette campagne de sensibilisation que les volontaires du Croissant Rouge de Djibouti mènent dans les différents quartiers de la capitale a été également lancée dans les 5 régions de l'intérieur. Le but étant de sensibiliser le plus de personnes possible dans les communautés. Le Croissant Rouge de Djibouti mène cette campagne en collaboration avec l'UNICEF, on le rappelle, qui est un partenaire important pour cette société. Après avoir été stoppés à 10 kills, les contrebandiers du quai ont tenté encore une fois d'introduire leurs marchandises par la région d'Ali-Sébié et encore une fois, ils avaient été interceptés par les gendarmes. Toujours plus déterminés, ils ont décidé cette fois-ci d'emprunter les pistes chamelières de Chebele, mais c'était sans compter donc sur la vigilance des gendarmes qui ont été également au rendez-vous pour les arrêter. En effet, dans la journée d'hier, les gendarmes de la brigade de Demetjo ont intercepté un véhicule de marque Land Cruiser. Au cours de la perquisition donc, effectuée dans ce véhicule, il a été découvert 70 colis contenant chacun 30 paquets de 4 provenant de la contrebande, soit au total de 360 kilos. Les gendarmes ont également mis la main sur le conducteur du véhicule ainsi que son passager qui tentait d'acheminer cette marchandise illicite vers la capitale. Ils ont été placés en garde à vue. La totalité de la marchandise saisie, soit 2160 bottes de 4, a été donc détruite au feu en présence des agents de la douane. En ce qui concerne le véhicule ayant servi de transport de la marchandise illicite, il a été immobilisé à la brigade de Damadjo. Par ailleurs, le haut commandement de la gendarmerie nationale informe à la population que les gendarmes ne ménageront aucun effort, de jour comme de nuit, pour faire face à ce type de trafic qui porte gravement atteinte à l'économie du pays. Autre information, le commissariat central de la police a retrouvé une fillette répondant au nom de Ilsen. Les parents ou toute personne de sa famille qui l'ont reconnue à travers cette photo à l'écran, sans prier d'entrer en contact avec le commissariat central au numéro 21 35 27 61 ou le 21 35 39 66, ou alors contacter les numéros 77 88 22 02 ou le 77 02 46 05. Actualité internationale à présent, le Brésil, je le dis en titre, deuxième pays du monde le plus endeuillé par le Covid-19 derrière les États-Unis, a dépassé le seuil des 50 000 morts et le million de cas confirmés. Les mégalopoles de Sao Paulo et de Rio de Janeiro étant les plus sévèrement atteintes, le Covid-19 a fait 641 morts de plus en 24 heures dans le pays, portant le bilan total à 50 617 décès. C'est ce qu'a indiqué hier le ministère brésilien de la Santé. Et en Allemagne, plus de 1300 employés d'un abattoir ont été testés positifs au Covid-19 dans la ville de Gütersloh, en Rhénanie du Nord. Eh bien, les 6500 employés du site ont été placés en quarantaine. Ce cluster a été localisé mercredi dernier lorsque 400 employés ont été testés positifs. Nous avons affaire au grand site d'infection, c'est ce qu'a annoncé le Premier ministre
de Rhénanie du Nord. Et la Corée du Nord prête à lancer des millions de tracts sur le sud. Les entreprises de publication et d'impression à tous les niveaux dans la capitale ont produit 12 millions de tracts en tout genre qui reflètent la colère et la haine du peuple. C'est ce qu'a annoncé l'agence de presse officielle nord-coréenne. Les tracts seront envoyés sur la Corée du Sud à l'aide de milliers de ballons, a précisé l'agence. Pyongyang avait annoncé samedi que la Corée du Nord commençait à préparer une grande campagne de tracts hostiles à Séoul, après avoir plusieurs fois protesté avec véhémence contre l'envoi de tracts hostiles depuis le territoire sud-coréen. Fin de ce journal, merci à la régie et à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.